Allô, bonjour les bâtisseurs d'impact, bonjour les investisseurs en immobilier, bonjour tous ceux qui s'intéressent à l'immobilier de près ou de loin, que vous soyez au Canada, que vous soyez en Amérique du Nord en général, en Afrique, en Europe, peu importe, bonjour et merci de nous retrouver aujourd'hui encore pour une édition de bâtisseurs d'impact en immobilier. Aujourd'hui, on a un thème assez spécial parce qu'on va parler de fiscalité. Pour moi, la fiscalité, c'est quelque chose d'assez complexe. Rudy pourra nous démystifier ça un peu. Et donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom est Christelle. Je suis analyste en actuariat de profession et j'investis en immobilier dans la grande région de Montréal. Bâtisseur d'impact en immobilier, c'est une communauté de personnes, autant sur Facebook, sur YouTube, et qui me suivent personnellement, qui sont intéressés par l'investissement en immobilier. Ça, c'est de par le monde et plus particulièrement au Canada. Donc, si vous êtes intéressé par l'investissement en immobilier et que vous n'êtes pas encore abonné à une de nos pages, n'hésitez pas à nous suivre. Donc, est-ce que vous pouvez juste me dire si vous m'entendez bien au niveau de Facebook, au niveau du groupe, autant du groupe que de la page? Je sais que ceux qui sont avec nous dans StreamYard directement nous entendent bien. Voilà, juste mettre un petit like pour pousser la vidéo plus loin et pour nous encourager. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Rudy. Rudy, qui est un comptable professionnel agréé et qui est également directeur fondateur, enfin le président fondateur de Indice Comptable, qui est une firme de comptabilité. Donc, merci beaucoup, Rudy, d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Merci Mal- Christelle, merci pour l'invitation. Oui, merci d'être avec nous malgré le fait qu'on soit un samedi. Donc, est-ce que tu peux te présenter un peu à nous, Rudy? Qui est Rudy avant même euh, avant d'aborder le volet immobilier? Ok, donc Rudy Soxipé, c'est mon nom. Je suis comptable agréé, comme tu l'as dit. Euh, Quoi d'autre? Je suis investisseur immobilier, d'où le thème aujourd'hui. Donc, dans la vie, je suis papa aussi de jeunes enfants. Je m'implique beaucoup dans la vie de mes enfants. J'adore jouer au tennis, faire du sport, le plein air et tout. Donc, c'est un peu ça. Je suis Camerounais d'origine, si on veut aller un peu plus loin. Donc, c'est ça. Je dirais ça pour l'instant. Dans la conversation, on aura l'occasion de développer. Ok, super. Et donc, tu es Camerounais d'origine, ça veut dire que tu as immigré au Canada? Oui, en fait, je suis arrivé au Canada. Ça fait plusieurs années déjà, depuis 2012. Ok. Donc, je suis arrivé ici, comme beaucoup de personnes de la communauté, dans un nouveau pays où j'ai appris plein de choses. Donc, actuellement, je pense être quand même sur la bonne voie là. Donc, j'ai pu apprendre autant, reprendre mes études pour aller chercher mon titre de CPA, Mhm. travailler dans mon domaine parce que des fois, c'est comme le challenge en début de parcours au Canada. Et actuellement, moi et ma conjointe, on investit beaucoup en immobilier. On a quelques propriétés à nous, donc c'est ça, Oh, ça va bien. super. Et donc, pourquoi est-ce que tu as choisi la comptabilité? Disons mon amour des chiffres, en fait, mon amour des chiffres remonte à très longtemps. Euh, En fait, je dirais que ça vient depuis le Cameroun, dans mon pays d'origine. Là. J'étais passionné par les mathématiques. Donc, les mathématiques, pour moi, je le faisais plus par amour, là, donc j'adorais beaucoup ça. Et plus tard, arrivé à l'université, j'ai entendu parler de la comptabilité. Donc, et là, il y avait une école de commerce au Cameroun, l'ESSEC. Je suis allé à ce concours, j'ai passé, mais étant même sur place, j'étais toujours attiré par les mathématiques. Je suis vraiment arrivé en comptabilité par hasard, mais j'ai adoré dès les premières fois. Je trouvais que c'était plus concret, c'était moins abstrait. On pouvait mettre des chiffres, on Oui. pouvait faire des calculs et je suis resté. Je suis Ah, resté super. dans, c'est ça, j'ai donc fait mes études. J'ai une maîtrise au Cameroun en finance et comptabilité. Après ça, j'ai travaillé comme chef comptable dans une PME avant, Camtra, qui est à l'époque quand même une PME innovante, c'était une nouvelle technologie dans la localisation des véhicules. Oh, c'est Ensuite, j'ai travaillé aussi comme chef comptable d'une entreprise plus grande qui fait dans le domaine du transport. Et c'est ça, je suis resté dans le domaine, j'ai aimé ça, je suis arrivé au Canada, j'ai appris
les règles de comptabilité canadienne, la réalité de l'entreprise canadienne aussi. J'ai travaillé comme analyste financier dans deux entreprises, deux grandes entreprises ici. Donc, et avec toute cette expérience, toute cette connaissance que j'ai eue, j'ai décidé donc de créer ma propre entreprise aujourd'hui pour surtout aider beaucoup en fait, réaliser ma passion qui est celle des chiffres parce que j'aime ça, j'aime conseiller aussi. J'adore la fiscalité, l'immobilier et aussi parce que je trouve que les entrepreneurs, surtout dans notre communauté, ont besoin de ces services, ont besoin de conseillers qui vont les aider à bâtir leur business. Absolument. C'est deux domaines où il y a beaucoup de chiffres et en même temps, les chiffres, c'est très pratique. En même temps, les chiffres sont très appliqués aussi, autant en comptabilité qu'en immobilier. Exactement, exactement. Et vu qu'on parle de la comptabilité, la fiscalité en immobilier aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a intéressé dans l'immobilier? Quand t'es né ce déclic-là ou cet amour-là pour l'immobilier, à un moment donné dans ton parcours? Disons, déjà, je suis un investisseur dans l'âme. C'est vrai, je suis comptable, mais aussi entrepreneur dans l'esprit. Donc, j'ai des idées dans d'autres domaines. Et le domaine immobilier, ça m'a toujours passionné depuis mon pays natal. Dans notre culture, il faut à la base avoir sa propre maison. Donc, tu es éduqué un peu dans cette optique-là de construire ta maison plus tard, d'être pas locataire. Donc, ça fait que c'est déjà ancré dans les gènes d'avoir sa propre bâtisse à elle. Et c'est ça, arrivé ici, j'avais vécu avant, les premiers mois j'étais ici, j'ai vécu dans une maison, c'était détenu par une dame qui était, elle travaillait, elle était comme ménagère dans un hôtel, mais elle avait au moins 3 maisons qu'elle louait des chambres à des gens et tout. Et j'étais quand même impressionné comment une dame aussi, qui était aussi modeste, qui faisait un travail qui semblait modeste, se retrouvait avec autant de maisons, de pas y gérer. Et elle m'a dit non, voilà. Elle m'a donné des conseils. Elle m'a dit, Rudy, si tu arrives à travailler, avoir un bon job, je te le conseille vivement, commence, achète-toi une maison et essaie d'investir en immobilier. C'est quelque chose de sûr. Donc, c'était le premier conseil. Après, j'ai commencé à m'intéresser aussi à plusieurs formations qui se donnent en ligne aussi, à des groupes comme celui-ci, comme bâtisseur d'impact. Donc, au fil en aiguille, je m'investissais, j'apprenais. Quand je trouve un document à la bibliothèque qui parle d'immobilier, je le lis. Et c'est ça, quand je commençais à avoir du cash flow pour acquérir ma première propriété, on l'a fait. Et c'est ça, la première propriété a permis de financer d'autres. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ça continue, ça a déroulé ensuite. Oui, en général, c'est la première qui est souvent compliquée à acquérir, mais quand on l'a et qu'on la gère bien, ça peut aller très vite. Oui, c'est ça. Avant même d'acheter la première, souvent, c'est débloquer ces blocages mentaux qu'on peut avoir, de se dire, on n'est pas capable d'être investisseur immobilier, c'est réservé à une classe de population. Est-ce qu'en tant qu'immigré, on peut venir détenir des immeubles à revenus ici? C'est parfois un gros blocage. Exactement, exactement. Oh, c'est vrai parce que quand tu le dis, c'est tellement vrai parce que je me rappelle, j'ai participé à une conférence. Je vais pas nécessairement dire le nom, mais où l'un des participants qui était comme un leader de communauté me disait tout haut, tout fort que ça valait pas la peine de s'acheter maison parce que je trouvais ça vraiment dommage là. Ouais. Et, en fait, c'était son intervention à l'époque et je trouvais ça juste dommage. Ok. Est-ce il avait dit pourquoi? C'était quoi cet argument? Je pense qu'il trouvait que c'était cher, c'était pas rentable, ce sont des dettes. En fait, je pense que c'était juste peut-être quelqu'un qui n'est pas bien informé. Informé, c'est ça. L'information, c'est la clé dans le fond. C'est tout, c'est la clé. Exactement. Donc, comme l'information qu'on va collecter aujourd'hui, parce que en fait, il y a un adage qui dit il y a deux choses auxquelles on ne peut pas échapper, c'est les impôts et la mort. Donc, exactement. à un moment donné ou à un autre dans sa vie, on est obligé de payer nos impôts, même pour ceux qui font souvent de l'évasion. À un moment donné, ça les rattrape. Donc,
la fiscalité, maintenir une bonne comptabilité et pouvoir faire sa fiscalité, c'est crucial dans la vie d'un investisseur en immobilier. Et lorsqu'on vient de commencer, justement, on ne s'y connaît pas, on a beaucoup de questions. Et pour commencer déjà, comment est-ce que tu pourrais, comment bien préparer sa déclaration de revenus? Pendant combien de temps, par exemple, une question aussi banale, pendant combien de temps est-ce qu'on doit garder nos preuves, nos factures, tout ce qui est relié à nos dépenses pour l'immeuble qu'on détient? Ok, c'est une très très bonne question ça. Mais j'aborderai ça sur deux aspects parce que bien se préparer, il y a le côté administratif qui est comme ce que la plupart des gens appliquent. Et après, il y a aussi le côté optimisation fiscale. Donc, si je commence par le côté optimisation fiscale, se préparer pour sa paie d'impôt, il faut le faire comme un an à l'avance. C'est ça ce que je Ah, dirais wow! parce que il faut le OK. faire un an à l'avance. Un an à l'avance, pourquoi? Parce que d'habitude, lorsque les gens viennent vous voir après le 28 février, il est trop tard. Là. Moi, comme comptable, je peux pas faire de magie. Les gens s'attendent des fois à des retours d'impôts ou à payer moins d'impôts, mais je peux pas te faire de magie. Tout ce que j'ai à faire, c'est compiler l'information qu'il m'a donnée, essayer le plus possible de m'assurer que il va aller chercher le plus de crédits d'impôts qui correspondent à sa situation présente. Mais je OK. n'ai pas, il y a pas d'autre optimisation qu'on peut faire à ce moment-là parce que la situation, elle est déjà comme définie. Mais se Quand tu dis prépare. un an à l'avance, est-ce que c'est, mettons, pour la déclaration d'impôt pour l'année 2021, ça veut dire qu'on aurait déjà dû se préparer depuis 2020? Exactement, c'est ça, je parle d'optimisation fiscale. Donc, parce que en début d'année comme ça, surtout quand vous commencez à avoir beaucoup de biens, même pour les gens qui n'ont pas, donc c'est de faire un budget, savoir c'est quoi nos revenus prévisionnels, c'est quoi à peu près l'impôt qu'on va payer. Et avec ça, maintenant, être capable de déterminer, OK, comment je peux réduire ma facture fiscale? Est-ce que ça va être à travers des cotisations réelles? Là, vous pouvez mettre en place une cotisation mensuelle. Est-ce que ça va être à travers, par exemple, des choix? Parce que des fois, lorsqu'on vous recrute un emploi, vous avez des choix. Est-ce que je cotise un régime à prestation déterminée, à cotisation déterminée? Donc, il y a quand même Oui, beaucoup de décisions qu'on peut prendre déjà dès le début d'année pour oui. anticiper c'est quoi la facture fiscale qu'on aura l'année Mhm, prochaine. mhm. Donc, c'est ça. Et c'est encore plus important lorsqu'on commence à avoir beaucoup de biens, beaucoup d'actifs, de revenus. Il faut vraiment réfléchir à ça. OK. Donc, Donc, le premier conseil, s'y prendre d'avance, s'y prendre avance, anticiper. voilà, c'est ça. Se faire un budget, savoir exactement à quoi on s'attend à payer. Donc, ne pas être OK. surpris. Donc, ça, c'est le côté optimisation fiscale. Donc, c'est un service que j'offre justement pour des personnes qui sont intéressées. Et donc, il y a le côté administratif. Donc, comment bien se préparer pour la période des impôts. Moi, ce que je fais, qui est très simple, qui peut s'appliquer à tout le monde, c'est déjà d'avoir, en début d'année, avoir sa chemise pour 2022. Donc, Mhm. les factures de médicaments, tous d'autres reçus, les factures de garderie que vous pouvez avoir des mettre dans une chemise. OK. En fin d'année, vos T4 aussi. Donc, tous les classer pour que lorsque vous allez rencontrer votre comptable, que tout soit prêt. C'est Mhm. vrai aussi de façon digitale. Donc, vous pouvez avoir un dossier dans votre ordinateur. Ou tout. Et toujours bien de toutes les classes. Parce que des fois, on a besoin de rentrer même 2, 3 ans en arrière. Moi qui suis comptable, ça m'arrive là. Donc, faut se retrouver, savoir exactement qu'est-ce qu'on a donné comme document. Et Mhm. justement, ces documents, comme tu le demandais tantôt, doivent être gardés au moins pour 6 années. Donc, on OK. doit te garder au moins pour 6 années. Donc, d'où l'important que ça soit bien classé. Donc, il faut quand même donner beaucoup d'importance à ça parce que on peut être contrôlé à tout moment pour X ou Y raison par rapport à des informations qu'on a mis dans nos déclarations. Donc, Oui. et comme en revenant dans le domaine de l'immobilier, pour des Six personnes qui, ans, est-ce que c'est 6 ans? C'est parce que les agences gouvernementales exigent au moins 6 ans. Elles peuvent aller retourner jusqu'à 6 ans pour faire un contrôle. oui, c'est pas, ça, c'est la loi. Mais en cas de OK. fraude, elle peut rentrer beaucoup plus loin que ça n'a rien. Ah, Oui. OK. S'il y a une présomption de fraude, elle peut aller plus loin que 6 ans. Donc, par OK. exemple, s'il y a de l'évasion fiscale ou s'il y a d'autres choses. Donc, OK. mais si les documents doivent être gardés, vous pouvez ne pas être contrôlé pendant 4, 5 ans. La sixième année, vous êtes contrôlé pour toutes les autres années qui sont passées. Donc,
D'où l'important de bien classer, bien faire vos affaires, être correct dans vos chiffres. Et c'est ça, c'est encore plus important pour les personnes qui ont des immeubles locatifs parce que là, vous avez... Super. euh, J'ai une personne qui dit bonne information, ça. ok, tant mieux. Ça peut aider les gens. Donc, c'est ça. Donc, quand vous avez des immeubles locatifs, comme je disais tantôt, je dirais même qu'il faut faire une comptabilité. Il faut avoir carrément une petite comptabilité là. Il y a des logiciels gratuits aussi qui existent. Donc, c'est ce que je fais pour mes immeubles. Donc, comptabiliser vos revenus dans les comptes qu'il faut, les charges. Bon, dans Excel aussi, ça se fait quand vous n'avez pas beaucoup de transactions. Mais bien les comptabiliser, classer vos factures. Donc, ça permet que si vous êtes contrôlé à tout moment, vous êtes capable de bien reprendre au vérificateur. Ok, ok, super. Donc, la clé, en fait, c'est anticiper, se préparer d'avance et être très organisé. Oui. Ok. Et quelles sont les dates importantes qu'il faut retenir par rapport à ces obligations en termes de déclaration d'impôts, que ce soit au niveau du Québec et au niveau du Canada, parce qu'on a des obligations autant envers la province que envers le pays. OK. En ce qui concerne les délais, je dirais que c'est assez, c'est arrimé entre le fédéral et le Québec. Donc, c'est à peu près les mêmes délais. Donc, pour des impôts personnels, pour particuliers, le délai pour envoyer sa déclaration, c'est le 30 avril de chaque année. Ok, le Euh, 30 avril, on est à un oui, mois. on est à un mois déjà, oui, c'est le Ça doit 30 être avril. la période la plus occupée de ton année. Exactement. C'est le 30 avril. Pour des travailleurs autonomes, ils ont l'obligation de payer leurs impôts le 30 avril, mais la déclaration, le délai pour l'envoyer, c'est le 30 juin Ok, pour des travaux autonomes. D'autres délais qu'il faut retenir aussi, c'est que pour des personnes, par exemple, qui ont des entreprises, donc si vous avez des entreprises de gestion pour votre compagnie, normalement, vous avez 2 mois après la fin de votre année financière pour payer vos impôts, impôts de société. Et vous avez 6 mois après la fin de l'année financière pour déposer votre déclaration. Donc, pour une compagnie, la fin d'année financière, ça peut être n'importe quelle journée dans l'année. Donc, c'est vous qui décidez au moment d'incorporer votre compagnie. C'est ça. ok, ok, super. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. N'oubliez pas de poser vos questions. On va pouvoir y répondre en même temps qu'on avance ou peut-être à la fin s'il y en a beaucoup. Donc, par rapport à ça, si on passe vraiment au domaine spécifique de l'immobilier, pour OK. ceux qui ont une propriété où ils habitent, ils ont leur Mhm. résidence principale, est-ce qu'ils peuvent déduire certaines charges qui sont reliées à leur résidence principale? La déduction des charges pour résidence principale ou bien pour la portion où qu'on habite normalement, elle n'est pas admissible. Euh, Pourquoi? Parce que déjà, elle est exonérée. Elle est exonérée, supposons si vous faites si vous vendez votre résidence principale ou bien celle que vous avez désignée comme résidence principale, vous avez droit à une exemption pour gain en capital. Donc, ça fait que, bon, vous ne pouvez pas déduire une dépense d'un revenu de zéro, vous voyez, donc d'un gain zéro, donc c'est ça, C'est ça. c'est pas admissible, ouais. Parce que le gouvernement nous avantage déjà en ne nous imposant pas le bénéfice qu'on peut faire en revendant notre propriété. Donc, Eh, c'est ça, Exactement. on n'a pas d'avantage fiscal non plus lorsqu'on détient ces propriétés-là. C'est ça. Je le comprends. Et en fait, il y a aussi un principe en fiscalité, ça s'applique un peu partout. Les dépenses sont déductibles dans la mesure où ces dépenses ont été engagées pour gagner un revenu. Or, votre Ça c'est résidence bon. OK. principale à vous, ce n'est pas, vous ne gagnez pas un revenu de votre résidence, vous ne payez pas un loyer là, non. Ça OK. fait déjà, juste en regardant ce principe-là, vous ne pouvez pas déduire c'est les dépenses pour résident principal. Non. OK, super. Et donc, parallèlement, le principe de taxation pour un immeuble à revenu, étant donné on collecte des revenus grâce à notre bien immobilier, il y aurait beaucoup de dépenses qui seraient déductibles. Oui, oui, il y a des dépenses admissibles et il y a des dépenses non admissibles. Donc, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais je vais prendre juste des exemples. Par exemple, lorsque vous achetez une maison, ou, par exemple, à revenu, je vais prendre la taxe de bienvenue, par exemple. Elle n'est pas une dépense déductible, mais par contre, elle est capitalisable. Donc, vous ne pouvez pas la déduire dans vos dépenses cette année-là.
au moment de le vendre, vous allez l'ajouter au coût de la maison. OK. Attends. Ok, On va d'abord, on n'y va pas trop rapidement. d'accord, Quand ok, tu c'est bon. dis déductible capitalisable, explique-nous qu'est-ce que tu entends par là. J'ai une idée, mais Ah, j'aimerais d'accord. vraiment que, tu sais, on veut vraiment aller à la base pour ceux qui n'ont pas encore peut-être même fait de déclaration d'impôt Mhm. ou qui viennent d'acheter un bien, ils ne savent pas par où commencer. D'accord. En fait, quand on dit capitalisable, en général, c'est que la nature de la dépense est associée au coût de la, si je peux l'expliquer plus simplement, est associée au coût de la maison. Donc, est-ce que c'est une dépense que tu as qui augmente la valeur de la maison, par exemple? Mhm, Est-ce que ça augmente la valeur de la maison? Est-ce que ça a un impact sur la structure de la maison? mhm. C'est ça, c'est ce qu'on va dire capitalisable. OK. Mais je l'explique plus simplement parce qu'il peut y avoir des subtilités. Et Pas de maintenant, une souci. dépense déductible, c'est vraiment une dépense courante. C'est-à-dire, c'est une dépense courante que vous avez engagée, par exemple, pour l'administration de la maison, pour la gestion, pour des réparations, des rénovations, et ainsi de suite. Par exemple, en parlant de rénovation, si vous rénovez, si vous faites peut-être des remplacements, supposons vous changez votre toiture, ça devient une dépense admissible parce que vous faites comme un remplacement. Mais par Oui. contre, s'il n'y avait jamais eu de toiture sur la maison et que vous en mettez une nouvelle, étant donné qu'elle vient comme ça ajouter une valeur, en fait, elle vient, c'est une nouvelle dépense qui est une nouvelle structure que vous avez ajoutée à la maison, elle devient capitalisable. OK. Parce qu'elle vient améliorer le bien. Oui, elle vient, Elle ne sert pas juste à maintenir le bien dans son état actuel. exactement. Elle vient augmenter la valeur, améliorer le bien. Exactement, tu le dis très bien, c'est ça. J'essaie. OK, merci. Bon, au moins là, c'est clair. Dépenses déductibles, dépenses capitalisables. Bon, on continue. Notre vocabulaire s'enrichit. Est-ce que est-ce que la fiscalité dans le fond diffère si j'achète un immeuble à revenu et que je suis propriétaire occupant versus je suis propriétaire non occupant? Quand je parle d'immeuble à revenu, on va prendre peut-être un simple exemple d'un duplex. Mettons, j'occupe une partie du duplex et l'autre partie en location versus je suis dans ma maison et j'ai un autre duplex à côté où il y a deux locataires. Je te dirais fiscalement, puisque tu occupes la maison, si on regarde sur le plan strictement fiscal, je dirais pas nécessaire parce que la portion que tu n'occupes pas, dans la portion que tu loues, tu la traites exactement de la même façon que si la maison n'était pas, supposons que tu as pris un triplex et tu as deux appartements que tu loues, le traitement fiscal de ces deux appartements, c'est identique, comme si ces deux n'étaient pas dans ton domicile, tu vois. OK. Donc, sur le plan fiscal, je dirais, ça ne change pas grand-chose. Par contre, il peut y avoir quelques avantages, c'est-à-dire, étant donné que vous restez dans la même maison, si vous avez des rénovations, par exemple, à faire sur la maison, à ce moment-là, le coût peut être divisé entre vous et l'autre partie de la maison qui est louée. Donc ça peut être des avantages. Mais OK. je me dis si la maison est très grande, en fait, il faut aussi comparer. Est-ce que le coût aurait été la même chose si vous étiez juste dans votre maison et tout? Oui. Mais je vous dirais, si on regarde de façon stricte, ce n'est pas nécessairement un gros avantage. Le gros avantage, ça va être surtout sur le plan financier. Sur le plan financier, par exemple, la mise de fonds que vous aurez à faire sur votre maison, si vous êtes propriétaire occupant, est beaucoup moins élevée que si vous ne l'êtes pas. Et en Mhm. immobilier, l'effet de levier, c'est quelque chose de très important. Donc, plus vous baissez votre mise de fonds, plus c'est intéressant. Donc, OK. moi, je verrais ça peut-être. Je ne connais pas tout là, mais je dirais que euh, moi, je vois plus l'aspect financier que fiscal, parce que fiscalement, de toute façon, il faudra qu'on fasse toujours une part entre ce qui est personnel à vous et Exact. ce qui est en location. Même au moment de vendre la maison, le gain en capital, donc le Mhm. gain que vous aurez eu, il y a une portion qui va être exonérée parce que vous l'occupez et la portion OK. liée à la location, elle va être traitée comme si c'était euh, un immeuble à part. Parfait. Donc, si je comprends bien, si j'habite un duplex, moi, je suis dans une partie du duplex et j'ai un locataire qui est dans l'autre partie.
toute ma portion-là, il n'y a pas de dépense qui est déductible, je n'ai pas d'avantage fiscal. C'est simplement comme si j'habitais ma résidence principale. C'est ça, c'est ça. OK. Il Et peut c'est avoir l'autre. oui, c'est ça exactement. Donc, comme je disais, c'est plus financier. Là, vous pouvez splitter des fois des dépenses avec les autres locataires Oui, parce que ce sont des dépenses communes. comme, Voilà, vous allez faire peut-être réaliser des économies d'échelle sur des, des fois, il y a des économies d'échelle. voilà, il y a des économies d'échelle qui peuvent se faire. Étant propriétaire occupant, vous avez un meilleur contrôle aussi de votre immeuble parce que les locataires sont là. S'il y a des problèmes, vous les résolvez. Donc, c'est plus ces avantages que moi je vois, mais strictement sur le plan fiscal, je dirais pas nécessairement. OK, super. Donc, il y en a d'autres qui nous ont rejoints. Fait Didi qui dit merci pour ces informations. Je dirais plutôt merci Rudy pour ces informations-là. Donc, n'hésitez pas à laisser vos questions au fur et à mesure qu'on avance. Fiscalement, ce n'est pas vraiment avantageux d'habiter son immeuble à revenu. Ça dépend c'est plus des côtés, c'est plus une question financière, plus une question de gestion. Avec quel mode de gestion est-ce qu'on est le plus à l'aise? Exactement. OK. Et dans le même sens, il y a des personnes qui achètent des immeubles à revenus en leur nom personnel. Il y en a qui créent des compagnies, des incorporations pour acheter des immeubles à revenus. Ça, c'est pour plusieurs raisons. Chaque investisseur a ses raisons à faire ça. Mais là encore, est-ce que il y a une différence au niveau de la fiscalité? Est-ce qu'il y a des différences majeures? Ça, c'est une question quand même complexe. Oui. Ouais, des fois, j'ai eu souvent à répondre à cette question. D'habitude, parce que je travaille avec un expert fiscaliste, d'habitude, on va faire une recommandation fiscale pour ces cas parce qu'il faut l'analyser. Mais je dirais, en majorité, c'est plus avantageux d'acheter l'immeuble à titre personnel. Parce qu'il y a beaucoup d'autres avantages fiscaux qu'on peut faire il y a des stratégies fiscales qu'on peut mettre en place et aussi le taux d'imposition marginal. J'avais fait une fois un calcul mon fiscal, le taux d'imposition marginal semble être moins élevé lorsque on a des immeubles à son nom personnel que lorsqu'on passe par une société de gestion. Pas une société. OK. Parce que pas une compagnie, une Inc., comme on dit vulgairement ici, le taux est de 50%, à ce que j'avais cru comprendre. Oui, parce que là, la société va être qualifiée le revenu de la société, parce que cette société ne peut pas bénéficier de l'exemption on appelle SPCC, d'une société principalement active au Canada. Donc, elle est considérée comme société de gestion et ses revenus sont des revenus de placement. Donc, OK. ça fait qu'elle est vraiment taxée au taux marginal le plus élevé. Wow. OK. C'est ça, ça. Mais c'est sûr que quand tu as aussi des revenus locatifs et que tu commences à avoir, supposons tu gagnes 100 000, 150 000 dans l'année et que tu as des revenus locatifs qui s'ajoutent au-dessus, tu vas aussi taxer au taux marginal particulier plus élevé, mais sauf qu'il reste quand même un peu plus bas que quand on est dans une société de gestion. Et en fait, il y a un calcul qui se fait, mais je dirais en majorité. Parce que là encore, ça dépend de combien je gagne. Si je suis déjà dans Oui, les ça dépend de combien 100 tu 000 et gagnes. plus, Oui. ça peut vite monter mon taux marginal d'imposition. Voilà, c'est ça. Mais il y a aussi d'autres stratégies fiscales, par exemple, qu'on peut mettre en place qui vont être comme plus avantageuses si tu le fais à titre personnel qu'il y a une société. Oui, il y a plus de flexibilité, on s'entend. Ouais. Okay. Et même du point de vue légal aussi, il y a parfois, oui, il y a ce côté de, on protège nos actifs en s'incorporant, ça c'est vrai, parce qu'il y a le voile corporatif, comme on dit. Donc, mettons, s'il y a un vice caché qui est découvert plusieurs années plus tard, la personne peut faire un recours, mais ça sera contre la compagnie et non contre votre personne même. Donc, vos actifs personnels sont protégés. Mais il y a vraiment, c'est vraiment du cas par cas, je dirais. Parce que lorsqu'on achète aussi au nom d'une compagnie, on ne peut pas faire de reprise de logement. Donc, mettons, tu achètes un duplex, si ça vaut vraiment la peine là, un duplex au nom d'une compagnie, tu ne peux pas faire de reprise de logement parce que c'est une compagnie qui achète le duplex. Donc, si tu veux habiter,
Si tu veux y habiter, il va falloir que tu négocies avec les locataires pour qu'ils ne renouvellent pas le bail ou alors ils écourtent le bail. Tu ne peux pas les obliger à sortir de leur logement pour y habiter, même si c'est toi le propriétaire. Donc, il y a beaucoup de subtilités comme ça. J'ai une question ici, Yatima, qui demande, concernant la mise de fonds, est-ce qu'elle serait de 20% si vous occupez une partie du duplex et vous louez l'autre portion? Ah, ça, c'est plus une question financière, je dirais. Oui, financière. Mais en général, lorsque tu occupes de mon expérience, là, tu peux te faire assurer par la SCHCL et quand les mises de fonds commencent à 5%, et Exact. 5% plus. Donc, ça dépend vraiment de ton dossier de crédit, plein de choses. Mais c'est sûr que quand tu ne l'occupes pas, c'est difficile d'aller en dessous du 20%, soit les 25% des fois. Exact, exact. Si tu achètes un duplex propriétaire occupant, c'est 5% en Oui, général. Bon, exactement. 5% du premier 500 000. Si tu t'en vas Oui, acheter un et si tu as un duplex bon à 1 dossier de million, crédit. oui, oui, et aussi, si tu oui, c'est vrai que ça dépend beaucoup. Si je t'en vas acheter un duplex à 1 million, c'est 5% de 500 000, mais 10% de l'autre 500 000. Donc, Exactement. 5%, ce n'est pas calé. Un triplex, c'est 10%, par exemple. Et là encore, ça dépend de son dossier de crédit, ça dépend de tout son bilan. Donc, ça dépend OK. d'une personne à une autre. OK. Merci beaucoup, Rudy. Donc, on avance un peu. Je sais qu'on ne peut pas rentrer dans toutes les dépenses admissibles lorsqu'on détient un immeuble à revenu. Oui. Mais est-ce que tu pourrais nous dire un peu globalement, juste pour qu'on ait une idée de qu'est-ce qu'on peut déduire à titre de dépenses lorsqu'on a un immeuble à revenu global? Globalement, déjà, il y a les dépenses courantes. En fait, la plus grosse dépense, c'est l'intérêt sur l'hypothèque qu'on peut Ah oui. déduire. Ça, c'est un bon montant qu'on peut déduire. Tu as Et, tous. je vais juste peut-être préciser quelque chose parce que beaucoup de personnes, dont moi aussi, avant d'investir en immobilier, avant de me former, je pensais que le capital aussi était déductible d'impôts. Ah, ok, oui, l'hypothèque, c'est vrai, beaucoup de gens pensent ça, oui. Mais Non, 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 ce non, serait trop beau pour être vrai. c'est pas l'hypothèque au complet qui est déductible, non, c'est trop Non. gros. Oui. Donc, c'est Ah, ça. ouais, ouais, c'est ça. Donc, il faut attendre son relevé hypothécaire de fin d'année, là, avec l'intérêt qui a été prélevé. C'est ça qu'on peut déduire. OK, Ah, c'est ça. Donc, voilà, dans l'hypothèque, vous avez la portion capital, intérêt. C'est oui, seulement la portion intérêt qui est déductible. exactement, portion intérêt. Bien sûr, vous avez les taxes, donc la taxe scolaire, les taxes municipales qui sont, on peut pas y échapper là, c'est bon. De grosses Vous avez, dépenses aussi. exactement, c'est ça. Vous avez des Renault. Si vous faites des Renault, vous pouvez les déduire. Mhm. Euh, Hydro, si vous payez, si c'est vous qui payez la facture d'hydro. Donc, des fois, il y a des locataires qui vont payer, ce sont des loyers, tout est inclus. Donc, si vous payez hydro pour ces locataires-là, vous pouvez les déduire aussi. OK. Donc, c'est ça. Et les autres charges, donc, c'est vraiment, il faut voir quelles sont les charges que j'ai engagées en cours d'année pour l'entretien de ma maison, pour le suivi. Si vous faites de la publicité aussi pour les locataires, vous pouvez déduire ces charges. Et aussi, une des charges quand même importantes, mais qu'il faut toujours bien analyser, c'est l'amortissement de l'immeuble. Donc, mais l'amortissement, faut toujours bien analyser. C'est une charge discrétionnaire, comme on dit. Vous pouvez la Oui. prendre ou ne pas la prendre. Oui. Et pour ça, c'est bon de vraiment bien faire ses devoirs avant de l'apprendre. Oui. Et si on ne s'y connaît pas, consulter un comptable, comme Rudy, pour vraiment voir si ça vaut la peine ou pas. Tu sais, si on n'a pas d'impôt, si on n'a pas d'impôt à payer, est-ce que ça vaut la peine d'utiliser son amortissement? Ça dépend. Ça dépend, exactement. Ça dépend. Ça dépend. OK, parfait. Et ça, ce sont les dépenses, les dépenses courantes, les dépenses en capital, donc les grosses dépenses qu'on engage pour améliorer son immeuble. Est-ce qu'on est obligé d'attendre seulement lorsqu'on revend l'immeuble pour les déduire? Est-ce qu'il y a moyen de les déduire au fur et à mesure, un tout petit peu? Euh, je te dirais, parce que là c'est une bonne question. Je devrais vérifier parce que si tu l'inclus au coût, parce que tout ce qui est dépense en capital, ça veut dire que tu réajustes le coût de la maison. OK. Si tu as réajusté le coût de la maison, normalement, tu pourrais, si tu prends l'amortissement, tu devrais pouvoir les inclure. C'est ce que OK, je dans ce pense, cas. oui. Oui, donc, Donc, je mêlerai ça à l'amortissement un peu. oui, il y aura une partie qui va aller à l'amortissement. Oui. OK. Et tout ce qu'on a dépensé
avant d'acheter l'immeuble. Donc, les frais d'inspection, les frais de notaire. Oui, Il y a quel autre frais? En tout cas, il y a quelques frais là. du Est-ce que courtier. sans... Oui, du courtier, oui. Courtier. Ah oui. Ouais, ouais. Courtier immobilier, Ouais. courtier hypothécaire, courtier. Oh, en tout cas, Est-ce ça qu'on coûte peut, 5%, là, c'est c'est gros facture. est-ce qu'on peut les aider? Est-ce qu'il y a moyen de les passer dans notre facture? Oh, en général, ce sont des dépenses en capital, puisque tu les as en cours pour acquérir la maison, donc ça devrait venir s'ajouter au coût de la maison, en général. Oui. OK. Mais je Mm. pense qu'il y avait une sorte de passe-passe. On pouvait peut-être les amortir sur les 5 premières années. Ah, J'avais les cru voir. amortis, ok. Oui, Non, non, oui. oui, c'est sûr On les on peut. amortit. Oui, il y a moyen de les amortir, mais on n'est pas obligé d'attendre peut-être 20 ans ou 30 ans. On peut les amortir pendant une Oui, oui, courte bien sûr. période. Oui, 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 bah, oui, non, oui, on peut les mettre dans une autre catégorie d'amortissement. Au lieu de les mettre dans la, parce que en impôt, tu as plusieurs catégories d'amortissement. Donc, si à ce Mhm. moment-là, on les met pas dans la même catégorie comme l'immobilisation, comme l'immeuble, OK. et que c'est dans une autre catégorie, peut-être comme des frais reportés, ça, je pourrais vérifier. Oui, je pense Oh, qu'on peut les amortir probablement en moins de temps que ça. Ouais. OK, super. On a vraiment besoin de comptes. Mm. Tout ça, c'est bien beau le dire comme ça, mais quand on passe à la pratique. Bon, il y a Mm. plusieurs personnes qui prennent aussi des formations. Tu Oui. sais, des formations pour se former, Mm. pour investir en immobilier. Moi, j'encourage beaucoup les personnes de s'éduquer, s'informer, se faire accompagner, peu importe le mode. Euh, Ça prend ça, d'avoir de bonnes informations avant de se lancer. Et il y a beaucoup aussi d'écoles qui vendent les frais de formation comme étant des frais déductibles. Est-ce que c'est vraiment déductible ou pas? Ça, c'est une bonne question. J'ai eu cette question-là un peu avant notre rencontre et je dois t'avouer que je vais vérifier. Mais pour ma part, j'aurais pensé qu'ils sont pas déductibles parce que en général, la formation, il faut démontrer qu'elle est vraiment prise pour gagner un revenu. Est-ce qu'on Mhm. l'a vraiment pris pour gagner directement un revenu? Ça, je sais pas. Donc, Oui, il y a des mais subtilités. j'aurais tendance à, bon, moi, je suis plus très conservateur là, comme comptable. Euh, mais je dirais, ça c'est une bonne question. Je pourrais vérifier ça a été revenu. Mais de Mhm. prime abord, je trouve que c'est quand même limite. C'est comme dans une zone grise. Je Une pourrais zone pas te, grise. ouais. Oui. Moi aussi, j'inviterais vraiment les gens à se renseigner parce Mhm. que, d'après ce que j'avais compris, mais comme je ne suis pas comptable, donc je ne veux pas le Mhm. confirmer, c'est que ça dépend de... ils font vraiment attention à dans quel but vous avez pris la formation. Est-ce que Mhm. vous étiez déjà investisseur et on peut considérer ça comme du développement personnel, de la formation continue, c'est ça? La formation continue pour améliorer vos connaissances et agrandir votre parc. Ou alors vous n'aviez aucun pied dans l'immobilier et vous avez pris la formation pour entrer dans l'immobilier. Et moi, je m'étais fait dire que ce n'était pas déductible. L'année où j'avais pris la formation et que je n'avais encore aucun immeuble, je rentrais dans l'immobilier, j'avais appelé, il m'avait dit c'est pas déductible. Mhm. J'étais un peu frustrée Ouais, moi, je penserais aussi ça. parce qu'on m'avait vendu ça comme oui, ça sera déductible, mais finalement, ça Mhm. ne l'était pas. Donc, mais ça, c'est mon cas, moi. Moi, je Oui. dirais toujours valider avec votre situation et faites appel à un comptable, à un professionnel qui va Mhm. pouvoir vérifier comme il faut. Et comme je dis, là, toujours, il faut y réfléchir parce que même si, quand tu as discussion avec un peu, il faut tout voir. C'est quoi le lien direct entre la formation et le revenu que tu gagnes? Est-ce que parce que tu as pris cette formation, tu as allé faire 20, 40, 50 000 de revenus? Puis si tu es capable de prouver ce lien direct-là, oui, à ce moment, il est déductible. Parce qu'une formation, une formation, elle est personnelle, là, mais est-ce que c'est à voir, comme je dis, c'est une zone grise. C'est vraiment gris. Parce que même Hmm. quand ils me répondaient, ça semblait être gris pour eux. Je t'assure, j'ai passé beaucoup de coups de fil et je n'avais jamais de réponse claire. Hmm. Donc, Exactement. voilà. Et bon, ça, c'est pour les formations. Ça aussi, on sait que beaucoup de gens pensent que lorsqu'ils vont investir ou même lorsqu'ils deviennent entrepreneurs, hein, tous leurs frais de restaurant, téléphone, carburant, tous ces Hmm. frais-là, ces petits frais-là que parfois on peut utiliser un peu pour nos besoins personnels, mais qui peuvent aussi facilement passer dans les dépenses d'entreprise. Fait
certaines personnes se disent, oui, je peux les utiliser dans mes dépenses d'entreprise. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Ok. Déjà, il y a une chose à retenir. Même si elles sont admissibles, c'est juste 50% des valeurs. Donc, on appelle ça frais de repère de représentation. Même quand ils sont admissibles, c'est juste 50% qui vont être déductibles. Donc, ça, c'est d'un. De deux, pour qu'elles soient déductibles, je vais être un peu tannant de le dire encore, il faut que ça soit vraiment engagé dans le but de gagner un revenu. C'est un peu ça. En fait, les frais de restaurant vont être déductibles quand si vous rencontrez vos locataires ou si vous rencontrez, je sais pas, des personnes dans le but pour votre immeuble, Oui. peut-être pour, c'est pas, vous rencontrez un entrepreneur, vous faites des soumissions pour X choses sur la maison que vous êtes amené à peut-être le fait d'un restaurant. À ce moment-là, les charges vont être prises. Mais si c'est juste vous qui allez prendre un café au Tim Hortons le matin avant d'aller au boulot, théoriquement, ça devrait pas être déductible. OK, Et pareil. Oui, vas-y. oui, pareil, tu parlais des frais d'auto aussi. Oui, c'est ça, téléphone et auto, carburant. Voilà, téléphone. Téléphone encore, des fois, je dirais, il faut vraiment que ça soit, ça dépend, ça dépend toujours. Parce que si vous avez pris le téléphone vraiment pour la gestion de votre immeuble, oui, une ligne téléphonique parce que vous voulez pas utiliser votre téléphone personnel pour, pour les affaires, pour les Mhm, affaires d'entreprise. mhm, Oui, à ce moment-là, ça va être déductible à 100%. Mais si c'est votre téléphone personnel que vous utilisez pour gérer, mhm. à ce moment, je dirais ce qu'il faut voir, c'est quoi la proportion de temps ou bien de ce téléphone utilisé pour votre immeuble. Donc, peut-être cette proportion-là, là, vous pouvez la déduire, mais c'est sûr qu'on ne peut pas la déduire à 100%. Oui, effectivement. Et en ce qui concerne les frais d'auto, déjà, pour qu'ils soient déductibles, il faut que vous ayez au moins deux immeubles locatifs. Je pense que c'est ça dans la loi. Donc, déjà, là-bas, si vous n'avez pas deux immeubles locatifs, vous ne pouvez pas les prendre en charge. Donc, OK. oui, oui. Donc, il faudrait deux immeubles locatifs à deux adresses différentes. À deux adresses différentes pour commencer à les déduire. Et qu'est-ce qu'on va déduire? C'est vraiment tous les déplacements à l'immeuble pour collecter des loyers, pour des rénovations, pour toujours les affaires touchant l'immeuble et tout. OK. J'ai une question de Kelvin ici qui, je pense que c'est arrivé quand on parlait de ce point-là. Mm. Est-ce que la portion intérêt et rénovation sont aussi déductibles pour les propriétaires occupants? Parce qu'il semble ne pas avoir bien compris ce point-là. Je pense que c'est peut-être en deux questions. Est-ce que la portion intérêt est Mm. déductible? Pour les propriétaires occupants? Ah Oui. non, quand les propriétaires occupants, le calcul qu'on fait en fin d'année, c'est quoi? C'est qu'on fait un calcul global d'abord de l'immeuble et on enlève tout ce qui est portion personnelle. Donc, supposons on occupe les un tiers de la maison. Lorsqu'on a fait nos calculs d'intérêt, de taxes scolaires, taxes municipales, tous les autres dépenses, les rénovations, intérêts et tout, à la fin, on doit enlever toute la portion personnelle de ce calcul pour avoir notre net qui est relatif vraiment à la portion locative. Donc, je dirais que non, la portion du propriétaire occupant n'est pas déductible. OK. Par contre, la portion intérêt du locataire est déductible. Oui, elle est déductible. Pareil pour les rénovations. La portion rénovation du locataire est déductible. Oui, à moins que la rénovation, tu l'as fait dans un appartement locatif spécifiquement, à ce moment-là, tu peux déduire 100%. Donc, tu as rénové l'appartement du locataire dans l'immeuble que tu occupes, Mhm. ça va être déduit à 100%. Et toujours tout ce qui est commun, en fait, à l'immeuble qui va être proraté. OK. Mhm. OK. Tout ce qui est commun, c'est au prorata. Mais si Oui, c'est seulement dans l'appartement d'un locataire, c'est 100%. oui. OK, super. Ici, j'avais une autre question. Juste un moment, j'essaye de la retrouver. Je ne peux pas l'afficher, mais je vais te la lire. Si je suis travailleur autonome et que mon travail est à la maison et que je reçois des clients à domicile, est-ce que je peux déclarer mes dépenses sur la maison? Euh, les dépenses sur la maison, donc ça, là, on est dans le cas on n'est pas dans le cas d'un Travailleur immeuble autonome. locatif. Non, je Oui. pense que c'est un peu hors du Oui, ça sujet touche pas par rapport à l'immobilier. l'immobilier, mais c'est pertinent aussi.
Ok, donc ce sont des frais de bureau à domicile. Oui, les frais de bureau à domicile peuvent être déductibles dans la déclaration du travail autonome. Surtout Oui, s'il reçoit des clients à domicile. C'est l'un des premiers, justement, principes. Il faut que vous soyez capable de recevoir des clients à domicile et que votre domicile soit votre principal lieu d'affaires. Donc, si vous mhm. respectez ces critères-là, oui, on peut le faire. À ce Donc, moment, on va prendre un pourcentage de l'espace du bureau de votre domicile. Et ce pourcentage-là, on va faire d'un prorata des charges communes et ça va constituer justement la dépense qui peut être déductible dans la déclaration de travaux autonomes. ok, super, merci. Mhm. Il y a quelqu'un qui demande quand on remplace un vieux climatiseur mural brisé par un neuf, est-ce que c'est une dépense admissible dans un condo locatif? Oui, les remplacements, oui, peuvent être déductibles. Ce ne sont pas des dépenses en capital. Oui, parce que justement, on remet dans son état Mhm. normal le bien immobilier. Oui. Bon, et la clim aussi, je pense, la valeur n'est pas si... elle ne vient pas nécessairement toucher la structure de la maison. Donc, je pense que Ok. même en temps normal, un climatiseur, je pense, je ne sais pas combien ça coûte là, ça devrait, ça devrait être déductible. Mais par contre, si vous refaites, par exemple, si vous mettez en place un nouveau système d'aération, de ventilation et tout, là, à ce moment-là, la première année, la première fois que vous le faites, c'est capitalisable. Mais les années subséquentes, si vous faites des remplacements, des entretiens, là, ils vont être déductibles. Ok, ok, c'est parfait. Merci beaucoup, Rudy, pour ces réponses. Et dans le fond, ma question, la question suivante, c'était qu'est-ce que la déduction pour amortissement? Est-ce que c'est toujours utile de l'utiliser? Quand faut-il l'utiliser ou pas? Mais tu y as déjà répondu un peu. Euh, Mais ben, Ça je voulais dépend. ajouter quelque chose Oui, là-dessus. vas-y. Parce que soit j'ai pas développé tantôt parce que je m'attendais que la question s'en vienne. Ok, vas-y. Je dirais que c'est une question. Moi-même, en tant que comptable, je voyais pas trop beaucoup l'intérêt parce que je me rappelle lorsque je faisais encore mon cours en fiscalité, lorsqu'on parlait des résidences et tout, on avait un enseignant qui me disait si jamais vous, vous achetez une propriété et que vous comptez comme la revendre très prochainement, des fois, c'est pas avantageux de faire l'amortissement parce qu'au moment de vendre, il faut faire une reprise d'amortissement. Il faut ramener l'amortissement là dans vos revenus avant de Mhm. calculer votre gain. Donc, vous pouvez être très Ok. étonné que finalement, vous vous retrouvez peut-être même à payer plus d'impôts que si vous n'avez pas. En fait, vous retrouvez à payer Mhm. d'impôts parce que vous avez comme reporter Reporter l'impôt à l'imposition payer. vers la fin. Donc, à Oui. la fin, vous vous retrouvez à payer beaucoup d'impôts que si vous avez pas pris d'amortissement du tout. Donc, Mhm. Surtout quand on vend aussi, le gain s'ajoute à nos revenus. Donc, exactement. le taux Donc, d'impôt peut augmenter, peut aller plus haut. exactement, il y a le gain qui s'ajoute et il y a aussi la reprise d'amortissement qui s'ajoute. Donc, ça fait Mhm. beaucoup d'argent. Mais par contre, lorsque je discutais avec un investisseur en immobilier, quelqu'un qui est comme aussi un coach pour moi, parce que c'est très important toujours de se rapprocher des coachs. C'est Mhm. quelqu'un que j'apprécie beaucoup qui a plusieurs propriétés, il répond à mes questions. Des fois, je l'appelle, j'ai une question, il me répond Ah, gratuitement. c'est cool ça, avoir un Ouais, mentor à côté. c'est ça exactement, c'est vraiment bien. Donc, lui, ce qu'il me disait, c'est qu'il faut voir l'amortissement vraiment comme un prêt à taux zéro. Et moi, quand il m'a dit ça, il dit waouh, vraiment, j'avais pas vu ça comme ça. C'est-à-dire, Ok. si, parce que ça demande de la discipline, si vous êtes dans le processus d'investir ou bien dans le processus, c'est pas de consolider les dettes, oui, ça peut être intéressant de prendre l'amortissement parce que vous prenez cette portion-là, mais il faut vraiment soit faire du placement, soit consolider les dettes, soit le réinvestir dans l'achat d'un autre immeuble pour ne pas avoir des Ok. surprises à la fin. Donc, il faut Ok. vraiment utiliser l'amortissement comme effet de levier. Ok. Ça Donc, c'est intéressant. ok, parfait. Donc, Faut il faut effet que de cet levier. amortissement-là puisse nous servir à faire quelque chose de plus intéressant avec l'argent. Exactement. Ou si, je pense que tu l'as un peu relevé la dernière fois, si vous êtes trouvé une année où vous payez beaucoup d'impôts, vous pouvez Mhm. utiliser l'amortissement pour réduire Oui. votre facture fiscale, tu Oui. vois. Oui. Oui. Mais il faut toujours être conscient que tout l'amortissement que vous prenez pendant que vous détenez l'immeuble, à la fin, lorsque vous la vendez, il faut faire une reprise d'amortissement et calculer un impôt là-dessus. Donc, c'est Ok. ça. Mais comme je dit, si vous l'utilisez comme effet de levier, je pense que c'est une très bonne stratégie.
OK, ça c'est vraiment une information très, très intéressante. Ça, moi non plus, je ne l'avais jamais vu comme ça. Ouais, Pour moi, c'était l'amortissement. Si tu n'en as pas besoin, tu la prends. ouais. Mais OK. Hmm. Voilà. Parce que je sais pas. Allô? Désolée, petit problème avec Internet. Ah oui, ça arrive. Ah, je savais pas Désolée. trop si c'était mon internet ou le tien, mais Est-ce est-ce que c'est bon, ça marche? OK. oui, ça Bon, marche. on passe à la partie, peut-on faire soi-même sa déclaration d'impôt? Ah oui, ouais, chacun est libre de faire sa déclaration d'impôt au Canada. Tout le monde peut le faire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, dans la vie, c'est un peu comme dans toute chose. Est-ce qu'on est professionnel? Est-ce qu'on a toutes les capacités pour le faire comme il faut? Mhm. Si, je connais beaucoup de gens qui le font par eux-mêmes, qui ont des profils fiscaux pas très compliqués, assez simples. Ils ont des revenus, des dépenses, quelques frais fiscaux, ils peuvent le faire. Aujourd'hui, il y a des possibilités de le faire même gratuitement sur les sites du gouvernement. Et il y a aussi plusieurs compagnies qui proposent de faire sa déclaration en ligne, qui est payante, qui va pas coûter les frais que ça coûterait pour de faire par un comptable. Donc, on peut le Mhm. faire. Mais moi, Mais, je trouve, ouais, mais moi, comme comptable, j'ai déjà eu des cas où je vois des erreurs qui sont faites des fois, Mhm. des optimisations qui sont pas prises en Qui compte, sont des crédits qui négligés. sont oubliés, qu'on n'y Oui. pense même pas. Tu vois Donc, ce que des tu viens de fois, nous dire, par exemple, par rapport à l'amortissement. C'est exactement, une donc c'est ça. information, il faut avoir un spécialiste pour se faire conseiller comme ça. Exactement. Donc, des fois, pour ce que ça va coûter de consulter un comptable, et encore plus un comptable agréé, je trouve que Mhm. des fois, ça va être avantageux d'aller vers un professionnel. OK. Super. Comme on dit, parfois, tu sais, on a travaillé toute une année et Mm. donc on a gagné beaucoup de revenus. Et parfois, il y a des façons d'aller chercher des milliers de dollars même, souvent. Et on lésigne à payer un fiscaliste qui ne va même pas coûter le prix qu'on est capable d'aller récupérer. Donc, parfois, il faut vraiment se demander, est-ce que j'aurai un retour sur cet investissement-là que je fais, Ouais. l'investissement que je fais d'aller consulter un spécialiste. Et souvent, la réponse est oui. Surtout quand la situation est compliquée, quand on commence à avoir une famille, on commence à être peut-être entrepreneur avec toutes sortes de charges déductibles, travailleur autonome, avec des immeubles à revenus en plus, ça Ouais. peut devenir compliqué. Non, non, là, c'est devient compliqué, je peux te le garantir. Pire encore, et là, si on a des employés ou... Oh là là. Non, à ce moment, je pense qu'il vous faut un comptable, à moins que vous ayez une bonne base en comptabilité, là. C'est Faut ça. vraiment C'est gérer sûr ça. qu'aujourd'hui, on parle de comptabilité enfin, comptabilité personnelle, mais c'est Mm, sûr que lorsqu'on est une entreprise, c'est complètement autre chose là. mm. En général, il faut se faire accompagner, ne serait-ce que pour produire ses états financiers. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais j'ai déjà quand même des cas qui sont impressionnants. Là, je connais des clients qui n'ont aucune relation des informaticiens, des ingénieurs qui ont leur compagnie, qu'ils arrivent, tout est bien organisé. Ils ont utilisé un logiciel, ils ont bien classé leurs affaires, tout est bien propre. Tout ce que Mhm. tu as à faire, c'est juste comme rentrer les données dans le système et voir les déclarations tellement ils sont organisés. Donc, Mm. c'est ça, ça dépend des gens. Mais en général, là, je dirais que bon, c'est quand même important, je trouve. Ouais. Oui. Et comment est-ce que on reconnaît vers quel spécialiste s'en aller? Parce qu'il y a les comptables, il y a les comptables professionnels agréés, les CPA comme toi qui ont ce titre, il y a les Mm. planificateurs financiers, il y a les fiscalistes. Comment se démêler dans tout ça? Oh, je dirais ça dépend toujours un peu de la relation que tu as avec la personne. C'est sûr que quelqu'un qui est dans un ordre professionnel, je dirais c'est quand même une bonne garantie là. Moi je suis dans l'ordre des comptables professionnels agréés et
on est déjà tenu par un règle de déontologie qui nous oblige à fournir une certaine qualité de service. Donc, la qualité de service doit être là. La responsabilité aussi, on engage notre responsabilité. Moi, dois payer des assurances pour la responsabilité. Donc, si je fournis un service ou que j'ai pas été assez professionnel ou bien j'ai fait des erreurs, je peux être tenu responsable de ces erreurs-là. Donc, c'est quand même beaucoup de garanties que ça offre d'aller avec quelqu'un qui est dans un ordre professionnel. Ça, c'est deux. La deuxième chose aussi, comment un professionnel aussi, c'est quelqu'un qui va vous poser des questions, je pense. Quelqu'un qui va prendre quand même le temps de regarder vos affaires, vous poser des questions, essayer de bien comprendre votre situation pour vraiment être sûr que non, tout se fasse comme il faut là. OK. Donc, des fois, il faut voir ça aussi. C'est quelqu'un qui peut vous faire des suggestions. Donc, qui va regarder, dire, OK, je pense que telle affaire peut se faire de telle façon. Donc, c'est ça. Donc, il n'y a pas de formule magique là. Je pense pas que je sois, ou bien les comptables soient les meilleurs au monde ou bien au Canada pour faire les déclarations, mais je pense qu'il y a quand même certaines garanties qu'on apporte comme comptable agréé, de compétences, de déontologie, d'éthique du travail. Et après, maintenant, chacun, c'est le feeling aussi que vous avez à la personne, c'est bien. Des fois, un comptable, là, c'est à vie, c'est comme un médecin, donc on se rencontre une première fois, quand ça Ouais. clique, Ça, c'est un bon parallèle, ça, oui. voilà, ça, c'est oh, c'est ça. Aujourd'hui, on a besoin des médecins financiers, donc on joue un peu ce rôle-là, je dirais. Ah oui, oui, oui. Mm. OK, parfait. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On touche bientôt à la fin de l'entrevue. Profitez-en, posez vos questions. Et donc, si les personnes devaient retenir deux choses, mettons, de cette entrevue, lesquelles Mm. est-ce que ce serait? Oh, ça, c'est une très bonne question, ça. Qu'est-ce que je dirais? Je dirais, l'une des choses quand même qu'on a dit, qui est bien, c'est toujours, je pense, que je l'ai dit plusieurs fois, donc, toujours réfléchir, OK, j'engage qu'est-ce que j'engage comme dépense pour la gestion de mon immeuble? Donc, c'est ça qui va diriger vos actions. Qu'est-ce que vous pouvez déduire pour votre immeuble? C'est les actions que vous allez prendre et tout. Donc, toujours penser, OK, mon immeuble, est-ce que c'est ça qui dirige mes dépenses? Donc, quand je parlais justement des dépenses déductibles. Et autre chose aussi, c'est que, qu'est-ce qu'on a dit d'autre qu'il faut? Parce qu'on a dit beaucoup de choses. Mhm. C'est ne pas hésiter à investir. Je dirais ça, ne pas hésiter à investir. L'immobilier, ça peut sembler des fois impressionnant, ça peut sembler dangereux. On va se dire non, si ça se passe pas bien, mais je dirais non. L'immobilier, c'est vraiment, faut voir ça comme utiliser l'immobilier. Aujourd'hui, on voit l'immobilier comme vraiment un effet de levier. Donc, même si vous avez un immeuble qui vous apporte pas nécessairement tous les revenus que vous avez, c'est déjà une bonne garantie qui vous donne une crédibilité auprès des banques. Vous pouvez l'utiliser pour consolider vos dettes. Vous pouvez l'utiliser pour acquérir notre immeuble. Vous pouvez l'utiliser comme garantie pour d'autres types de prêts et tout. Donc, moi, je dis, n'hésitez pas à investir là, ça, et au final, c'est pas si compliqué que ça déjà. Je connais des gens Non, qui ont beaucoup moins de background que nous tous là réunis, mais qui ont fait fortune en immobilier. Donc, il faut oser le absolument. faire, s'entourer des professionnels lorsque nécessaire, là, Mhm. demander des conseils, trouver un mentor. C'est important, ouais, trouver un mentor. Ah oui. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça donne beaucoup d'opportunités. Allez sur les sites. Des fois, vous êtes étonné de la façon dont les gens sont ouverts à vous donner des conseils. Je vous assure. Ouais, ce matin, je travaille sur un projet Mhm. et je ne peux pas encore l'expliquer ici, mais j'ai pu entrer en contact avec le président de l'association de ceux en fait, des entreprises qui font dans ce domaine-là. Le président, j'imagine. Il Mhm. prend chaque semaine 1 heure de son temps. Je lui envoie des questions. Je m'attendais, non, il me répond en 5 minutes. Non, il m'envoie une réunion Teams. Il ouvre sa Mhm. caméra, il prend 1 heure de son temps. Il me répond, il m'envoie des fichiers Excel. Je suis Oui. juste comme, il dit, waouh. On ne Wow. se connaît pas. C'est juste sur les Ben réseaux oui. sociaux. J'ai répondu à 2, 3 questions. Après, j'ai dit, est-ce que tu peux m'aider? Et là, il m'aide. Donc, il ne faut pas hésiter. Des fois, on est vraiment surpris de comment les gens sont prêts à donner de leur temps, quoi. Absolument, absolument. Tu sais, il y a eu une telle démocratisation de l'information.
Oui. Avant, avec les chaînes YouTube, avec les pages, avec tout ce qui existe comme ressources qu'on a, ça devient de plus en plus facile d'entrer en contact avec les gens, Mhm. qui sont rendus au niveau où on veut se rendre. Donc, après, l'action qui suit, c'est juste oser demander. Mhm. Exactement, Tu sais, exactement. moi, quand j'ai commencé bâtir un impact en immobilier, tout timidement, je me suis dit, OK, ben, je vais juste informer les gens. Et au fur et à mesure, je contactais certaines personnes, des professionnels du domaine, des professionnels comme toi, et je leur demandais s'ils voulaient bien participer à des entrevues comme celle-ci. Et je m'attendais pas à grand-chose. Et j'étais à chaque fois surprise de voir à quel point est-ce que les gens étaient ouverts à le faire, à partager leurs connaissances comme ça. Et la réponse est souvent oui. Mhm. Donc, je pense que c'est juste oser. Exactement, juste oser, c'est ça. Les mains. Quand vous osez là, c'est, comme on dit ça, des fois le ciel s'ouvre et il y a les mains qui s'étendent d'eux-mêmes là. Donc, Exactement. Ah, oui. j'ai une question ici qui concerne le MAPA. Ah, ok. Oui, qui concerne le MAPA. Et la question, c'est, pouvez-vous nous expliquer un peu la technique MAPA et dans quel cas la technique peut aider en immobilier? Bon, technique m'a pas, je dirais là, on tombe un peu dans une technique un peu plus avancée là. Oui. Bon, disons, pour faire vraiment simple, dans le MAPA, c'est la mise à part de l'argent. C'est une technique qu'on peut appliquer sur un immeuble locatif pour aider à financer notre immeuble personnel. Donc, c'est ça, ça permet en fait, euh, qu'est-ce que ça, c'est-à-dire, lorsque, avec la banque, on a mis en place une marge de crédit MAPA, Mhm, les dépenses de votre immeuble locatif vont passer sur la marge de crédit MAPA et vous pouvez retirer les revenus pour vos travaux personnels. Ça permet quoi? Ça permet que ce flux-là, si vous le retirez de l'immeuble revenu et que vous l'investissez directement dans votre hypothèque personnelle, c'est une façon de financer indirectement votre immeuble grâce à l'immeuble locatif. Et en plus, les intérêts de la masse sont déductibles. Donc, OK. C'est un c'est, peu comme si je paye plus rapidement mon hypothèque grâce à mon immeuble à revenu. non, en fait, le MAPA, quand tu sors le cash de ton immeuble locatif, tu peux faire ce que tu veux avec. Mais sauf Mhm, que à ce moment-là, c'est dangereux de devoir de faire. Donc, c'est pour ça que c'est conseillé de le mettre sur des actifs personnels pour que ça mhm. soit une stratégie intéressante. Donc oui, OK. tu payes rapidement ton hypothèque. Tu peux aussi avoir des dettes ailleurs, ce que tu voulais, oui, tu peux payer ces dettes personnelles-là. Donc ça fait, c'est un financement indirect. Mais il faut OK. comprendre que quand tu passes les dépenses sur ta marge de crédit MAPA, tu es en train de gruger ton bénéfice quoi, dans le temps. Parce que ces dépenses-là viennent s'ajouter au coût de la maison. Donc c'est pour ça Mhm. que c'est vraiment important d'être, c'est une technique qui demande beaucoup de discipline, mais qui est très intéressante. Oui, Moi-même qui absolument. étais comptable, je ne connaissais pas quand j'ai entendu parler de ma part et que j'ai fait le calcul, j'ai dit waouh, ça permet de faire tellement d'économies là parce que imagine ton intérêt parce que l'intérêt sur ta résidence principale n'est pas déductible, mais grâce au MAPA, tu l'as déduit. Et c'est une technique qui a déjà été, ça avait été déjà, c'est comment dire, ça a déjà été approuvé au niveau des tribunaux parce que c'est les personnes qui l'appliquent une fois, il y a eu des recours Mais j'ai avec une la. personne ici qui dit que c'est dangereux, justement, comme technique. Ah non, c'est approuvé par les tribunaux. C'est légal, ça c'est sûr, c'est légal. C'est Moi-même, absolument je sais que légal. c'est légal. Par contre, il faut savoir comment l'utiliser. Il faut savoir, il faut rencontrer un fiscaliste. En général, lorsque vous en parlez avec votre banque, ils vont vous demander la recommandation d'un fiscaliste. Donc, le fiscaliste va détailler comment le faire. Parce que, comme, oui, c'est dangereux si vous utilisez le cash pour des dépenses personnelles. Il faut que vous restez, il faut que l'actif permet de financer un actif. C'est pas qu'il ne faut pas utiliser les revenus de votre immeuble pour vous financer des dépenses personnelles courantes. Mhm. Là, c'est sûr que vous allez vous retrouver avec c'est une porte ouverte à la faillite là, parce que vous aurez grugé tout votre bénéfice au cours des années. Au moment de vendre, vous n'aurez même plus ces bénéfices-là. Donc, c'est ça. Absolument. Mhm. Donc, c'est ça. Il y a Claire qui dit il faut le faire avec un professionnel. C'est justement ce qu'on recommande, c'est de le faire avec un professionnel parce que ça prend d'évaluer toute la situation fiscale et, comme Rudy le disait,
ça prend la recommandation même d'un fiscaliste à la limite. Oui, oui, les banques demandent un mémorandum d'un fiscaliste, c'est Bon, clair. voilà. Oui. Voilà. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut essayer de traficoter de son côté, essayer de faire du n'importe quoi. Donc, et comment est-ce qu'on peut contacter, non, comment est-ce que Indice Comptable fonctionne avec ses clients? Donc, si on veut travailler avec toi, comment est-ce que ça fonctionne? Disons, Indice Comptable offre des services aux particuliers, aux entreprises. Actuellement, pour des particuliers, donc on a en période d'impôt, on a mis en place notre plateforme qui permet de faire des déclarations à distance. Donc, tout se fait vraiment en ligne. Je pourrais partager le lien là du site. Vous pouvez soumettre vos déclarations, choisir votre forfait et moi, enfin, nous, on s'occupe de faire vos déclarations. S'il y a des corrections à faire, on va communiquer avec vous. Donc, pas besoin de se déplacer. Pour les entreprises, on offre des services de tenue de livres, d'état financier, des déclarations d'état, en fait, services de base en comptabilité. Et en plus de ça, des services aussi de CFO virtuel. Donc, pour des entreprises qui ont besoin d'analyse financière, de mettre en place des budgets, d'analyser leurs coûts, de faire des tableaux de bord, on va offrir ce service-là aussi. Et enfin, des services d'optimisation fiscale avec notre partenaire fiscalité. Donc, vous avez besoin de revoir la structure du capital de votre entreprise. Vous voulez faire de la fusion-acquisition. Vous voulez faire de la planification fiscale. Donc, ça, ce sont la réorganisation, aussi des quoi successorales là, pour faire, si vous voulez, La planification successorale. planification successorale. Donc, ça, ce sont des services qu'on peut offrir aussi. Donc, à ce moment, aujourd'hui, avec la pandémie, justement, malheureusement, heureusement, là, la connexion se fait via des plateformes comme celle-ci, dont Zoom notamment, qui est très populaire. Et on a toute une procédure là d'onboarding pour le client et on s'occupe de vous. Mais l'une de nos forces, vraiment, c'est le service à la clientèle. Donc, on reste très disponible pour nos clients, à répondre aux questions. Oui, j'ai pu le voir. Voilà, à essayer de Je peux reprendre dans confirmer. C'est ça. OK, c'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rudy, pour toutes ces informations, des mines d'informations. Et comment contacter Indice Comptable? Comment est-ce qu'on vous rejoint? Des gens nous retrouvent sur les plateformes Facebook, LinkedIn. On a notre site web, donc indicecpa.com. OK, Donc, www.indicecpa.com. Voilà, c'est ça. OK, parfait. Le lien se trouve également dans l'événement. Donc, si vous allez voir les détails de l'événement, vous allez voir vous aurez le lien du site web. C'est ça. Donc, vous pouvez nous contacter. Je pense qu'étant sur le site, vous avez les numéros de téléphone aussi, les adresses courriel là, qui est écrit. Vous pouvez prendre aussi rendez-vous. Il y a un lien pour prendre rendez-vous directement avec moi si vous voulez me rencontrer. Donc, c'est ça. OK, merci. Merci beaucoup. Donc, c'était très... Ah oui, on dirait que tu m'as volé les mots clairs. C'était très instructif. C'était très instructif. Merci. Tant mieux si j'ai pu aider. Et voilà. Oh, c'est super. Merci beaucoup, Cynthia. Donc, on a le www.indicecomptablecpa.com. Donc, voilà. Rudy est très, très, très... il est très, très, très généreux de conseils. Voilà. Donc, n'hésitez pas j'ai dit un à le coucou à Cynthia. Merci pour l'information. Moi aussi, un coucou à Cynthia. Donc, merci beaucoup. Si vous avez des questions, bon, voilà, un grand merci à vous deux. Bon week-end. Et voilà, un sujet quand même que moi, personnellement, je trouve un peu lourd, mais qui est bien passé pour un samedi. Donc, on va pouvoir reposer un peu nos cerveaux. J'ai qu'elle dit, ah, vous êtes brillant, merci. Parti. OK, je pensais que ma connexion était partie. Je pense que même Internet est en train de dire, c'est bon, là, vous avez donné tout ce que vous aviez. Donc, merci. Merci, Rudy. Et n'hésitez pas à... Vas-y. Non, je tenais aussi à te dire merci de m'inviter sur la plateforme. Je trouve que c'est un très beau projet là que tu tiens vraiment bien en main. J'ai vu à peu près les interviews que tu fais, tes plateformes et
Et tu as tous mes encouragements, là, c'est bon. Félicitations. Merci beaucoup. Merci Edith, merci Faith, merci à tous ceux qui étaient au rendez-vous. Vraiment, merci. Je vous invite aussi à partager la vidéo pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Vous voyez, on s'édifie, on s'entraide entre nous. Je veux vraiment que la communauté de bâtisseurs d'impact grandisse. Et voilà. Donc, merci encore à tout le monde. Merci particulièrement à Rudy. Et je vous souhaite un bon week-end. Merci. Bon week-end à tous aussi. Bye. Bye.